Le 26 décembre, des frappes ont déchiré le nord du Nigeria, brusquement. Alors que l'attention mondiale se dispersait, l'opération a signalé un basculement stratégique plus large, révélant une pression accrue autour du Sahel, de ses frontières poreuses et des choix imposés aux États voisins. Pourquoi ce moment précis concerne-t-il directement l'avenir régional et que dit-il de la trajectoire portée par Ibrahim Traoré ? Un horizon se ferme, un autre s'ouvre. Cette séquence propose de comprendre ce qui se joue réellement derrière les frappes du 26 décembre, au-delà des communiqués militaires et des récits simplifiés. L'enjeu central est clair, décrypter les rapports de force qui redessinent l'Afrique de l'Ouest et mesurer leurs conséquences concrètes pour les États, les économies et les populations. Le bénéfice pour le public est précis. Obtenir une lecture structurée, sans slogan, des mécanismes de pression, des intérêts en concurrence et des marges de manœuvre encore disponibles. L'analyse ne cherche ni à glorifier ni à condamner, mais à éclairer. Elle s'appuie uniquement sur les éléments présents dans le contenu source, le calendrier, les lieux, les acteurs évoqués, ainsi que les réactions observables. À partir de là, elle met en évidence les risques d'escalade, mais aussi les opportunités de recomposition stratégique. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un repère politique, non parce qu'elle résume toute la situation, mais parce qu'elle cristallise des attentes, des craintes et des projections qui dépassent largement le Burkina Faso. Comprendre ces enjeux aujourd'hui permet d'anticiper les choix difficiles des prochains mois. Deux éléments changent de la lecture des frappes du 26 décembre dès les premières minutes, le lieu choisi et la séquence temporelle. L'opération intervient après une rupture stratégique amorcée en 2023 lorsque la présence militaire étrangère au cœur du Sahel a été contrainte de se retirer, modifiant en profondeur les équilibres de surveillance et de projection. Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Pendant plus d'une décennie, depuis 2011, une architecture sécuritaire dense s'est installée au Niger, présentée comme un pilier de lutte contre les groupes armés. Base fixe, drones, capacité de renseignement, ce dispositif constituait un point d'appui central pour suivre les mouvements à travers le Sahel. Sa disparition progressive n'a pas seulement créé un vide logistique, elle a obligé les acteurs extérieurs à repenser entièrement leur manière d'agir. C'est dans ce contexte que les frappes du 26 décembre prennent une autre signification. Elles ne relèvent pas d'une simple réponse tactique, mais d'un ajustement stratégique, passer d'un contrôle terrestre direct à une pression périphérique exercée depuis les marges régionales. Le nord du Nigeria devient alors une zone charnière, non pour ce qu'il est en soi, mais pour ce qu'il permet d'atteindre ou de contenir. Ce déplacement révèle aussi une inquiétude plus large, l'émergence d'une coordination sahélienne plus affirmée, portée politiquement par des figures comme Ibrahim Traoré, remet en cause des schémas anciens d'influence. Le discours sur la souveraineté, répété et assumé, agit comme un facteur de polarisation. Il attire des soutiens, mais accentue aussi les tentatives de dissuasion indirecte. Ainsi, la mini-révélation n'est pas seulement militaire, elle est politique et symbolique. Les frappes signalent que la question n'est plus uniquement celle des groupes armés, mais celle de l'orientation future de l'Afrique de l'Ouest. À travers ce prisme, chaque mouvement, chaque date, chaque frontière acquiert un poids disproportionné. La suite de l'analyse montrera comment cette reconfiguration initiale s'est traduite sur le terrain et pourquoi ces effets dépassent largement l'événement du 26 décembre. Pour saisir les répercussions immédiates de cette recomposition stratégique, il faut quitter les cartes et descendre à hauteur humaine. Dans le nord du Burkina Faso, Moussa, cultivateur de 48 ans, observe ces événements avec une mémoire longue. Il se souvient d'une période où les décisions semblaient toujours prises ailleurs, loin de ses champs, loin de ses enfants. Les frappes du 26 décembre ne lui apparaissent pas comme un fait extérieur. Elles ravivent un sentiment familier de vulnérabilité et d'incertitude. À ses yeux, ce type d'opération ne se limite jamais à des cibles précises. Il y voit un schéma récurrent, celui d'une pression qui finit par retomber sur les communautés rurales, déplacées ou prises entre des logiques qui les dépassent. Lorsque des navires changent de position ou que des drones redessinent les routes de surveillance, ce sont souvent les petits producteurs qui encaissent les premières secousses sous forme de peur diffuse
et d'instabilité économique. Plus au sud, près de la frontière nigériane, Amara, 52 ans, mère et grand-mère, perçoit ces mêmes signaux avec un autre prisme. Pour elle, l'idée d'une Afrique plus autonome n'est pas un slogan géopolitique, mais une promesse de dignité pour la génération suivante. Les discours affirmés de dirigeants sahéliens, dont Ibrahim Traoré, nourrissent cet espoir. Pourtant, la violence soudaine de fin décembre lui rappelle que cette trajectoire reste contestée. Ces récits ne sont pas anecdotiques. Ils montrent comment une décision stratégique se traduit presque immédiatement en tensions sociales et émotionnelles. L'impact n'est pas différé, il est ressenti dans le quotidien avant même toute analyse officielle. En clair, la stratégie abstraite devient un coup humain immédiat. La séquence qui mène aux frappes du 26 décembre ne commence pas ce jour-là. Elle s'ouvre plus tôt, lorsque l'architecture sécuritaire terrestre au Sahel commence à se fissurer. Le point de bascule intervient après les départs forcés et la remise en cause des accords militaires antérieurs qui réduisent brutalement la capacité de projection directe depuis l'intérieur du continent. À partir de ce moment, une question domine les calculs stratégiques. Comment maintenir une pression crédible sans base fixe, exposée à la contestation politique et populaire ? Le déclenchement repose sur ce dilemme. Les frappes de fin décembre apparaissent comme une réponse à cette perte d'ancrage. Elles visent en faire des zones périphériques, choisies non pour leur symbolique nationale, mais pour leur position dans les couloirs de circulation régionaux. Le nord du Nigeria devient alors un point d'appui indirect, un espace où l'action militaire peut se déployer sans assumer pleinement les coûts politiques d'une présence permanente. Ce choix marque une rupture nette avec les années précédentes, dominée par la logique de base terrestre durable. La montée en tension s'accélère ensuite. Le déplacement du centre de gravité vers le golfe de Guinée transforme la posture militaire. Une présence navale accrue permet d'intervenir rapidement, de frapper loin à l'intérieur des terres, tout en restant hors de portée des pressions locales. Cette flexibilité opérationnelle est présentée comme un ajustement technique, mais elle produit un effet psychologique fort. Le sentiment d'un encerclement progressif, vécu différemment selon les pays, mais perçu comme une menace diffuse à l'échelle régionale. Dans ce contexte, les discours sur la souveraineté prennent une dimension nouvelle. Les déclarations répétées sur l'autonomie stratégique, portées par des dirigeants sahéliens et incarnées politiquement par Ibrahim Traoré, entrent en collision frontale avec cette reconfiguration militaire. Chaque frappe, chaque mouvement naval est interprété comme un signal adressé non seulement aux groupes armés, mais aussi au gouvernement et aux opinions publiques qui envisagent des voies alternatives de partenariat et de sécurité. Les répliques ne tardent pas à se manifester. Elles ne prennent pas toujours la forme de réponses militaires directes. Elles apparaissent dans la perception populaire, dans les débats politiques internes et dans le regard porté par les États voisins. Au Nigeria, la question n'est plus seulement celle de la sécurité immédiate, mais celle du rôle assigné au pays, partenaire volontaire ou espace tampon dans une stratégie plus large. Cette ambiguïté alimente les tensions internes et fragilise le consensus national. À l'échelle sahélienne, l'effet est cumulatif. Les frappes renforcent la conviction que la période à venir sera marquée par des tentatives répétées de dissuasion et de pression indirecte. Elles consolident aussi, paradoxalement, la cohésion entre les États qui se sentent visés par ces manœuvres. Ce mécanisme de réaction en chaîne transforme un événement ponctuel en catalyseur politique durable. Ainsi, la séquence du 26 décembre ne se referme pas avec la fin des frappes. Elle laisse derrière elle une onde de choc qui redéfinit les priorités, durcit les positions et prépare le terrain des confrontations à venir. Le déclenchement a été rapide, la montée en tension calculée, mais les répliques, elles, s'inscrivent dans le temps long. Le point de départ est relativement clair et peut être résumé simplement. Depuis 2011, la stratégie dominante reposait sur une présence terrestre dense au cœur du Sahel, avec des bases fixes servant de centres de surveillance, de renseignement et de projection. Cette configuration permettait un contrôle continu de vastes zones, mais elle dépendait d'accords politiques fragiles et d'une acceptation locale de plus en plus contestée.
La situation de référence est donc celle d'un dispositif stable en apparence, mais structurellement vulnérable. Le premier basculement intervient en 2023. Cette année marque la remise en cause explicite de cette architecture, avec le départ forcé de forces étrangères et la perte de points d'appui stratégiques essentiels. La conséquence immédiate est mesurable. La capacité d'action directe depuis l'intérieur du continent diminue fortement. En termes simples, le centre de gravité se déplace. Là où l'action partait du Sahel lui-même, elle doit désormais être projetée depuis l'extérieur. Ce déplacement entraîne un second changement mesurable, le temps et la distance. Une base terrestre permettait une surveillance quasi permanente et une réactivité locale. En comparaison, une posture navale ou périphérique allonge les chaînes de décision et modifie la nature des interventions. Autrement dit, la rapidité reste possible, mais la proximité disparaît. Le troisième élément quantifiable concerne la géographie des frappes. Avant 2023, les opérations se concentraient majoritairement dans des zones directement intégrées au dispositif sahélien. Après ce tournant, les frappes du 26 décembre illustrent un élargissement spatial vers des zones frontalières, en particulier au nord du Nigeria. Ce glissement indique un changement d'objectif, contenir et influencer plutôt que contrôler et administrer. Pris ensemble, ces trois éléments dessinent une trajectoire nette. Base initiale, présence terrestre, continue depuis 2011, rupture, perte de base et d'accord clé en 2023. Nouvelle phase, projection périphérique et maritime, visible fin décembre. Chaque chiffre ou date n'est pas isolé. Chacun explique le suivant. Le retrait de 2023 rend nécessaire l'ajustement de décembre. Les frappes ne sont donc pas une escalade soudaine, mais le produit logique d'une contrainte stratégique accumulée. Dans ce cadre, les discours sur la souveraineté prennent un poids particulier. Lorsque des responsables sahéliens, dont Ibrahim Traoré, insistent sur l'autonomie politique et sécuritaire, ils ne s'adressent donc pas seulement à leur population, ils accentuent aussi la pression sur un système déjà contraint, qui doit désormais agir plus loin, plus cher et avec moins de leviers politiques. La lecture quantitative ne dit pas tout, mais elle révèle l'essentiel. La stratégie actuelle est une stratégie d'adaptation, non d'expansion. Elle vise à compenser une perte mesurable d'influence par une démonstration de portée. Ce décalage entre effort et résultat explique pourquoi chaque frappe a aujourd'hui un retentissement politique disproportionné. L'argumentation officielle qui justifie les frappes du 26 décembre repose sur deux piliers solides en apparence. Premier pilier, l'idée que ces opérations sont nécessaires pour empêcher la circulation transfrontalière de groupes armés et réduire leur capacité de nuisance. Dans cette lecture, frapper en périphérie, notamment au nord du Nigeria, permettrait de contenir une menace avant qu'elle ne se redéploie vers le cœur du Sahel. La logique est préventive, présentée comme un moindre mal face à une instabilité chronique. Second pilier, la coopération sécuritaire régionale. Les frappes sont décrites comme le résultat de partenariats consentis visant à soutenir des États confrontés à des défis qu'ils ne peuvent affronter seuls. Selon cet argument, la présence navale et les capacités de frappe à distance offriraient une forme de stabilité en compensant les faiblesses locales et en protégeant des populations civiles exposées. Ces deux arguments méritent donc d'être pris au sérieux. Ils s'inscrivent dans un cadre classique de gestion des crises et répondent à des préoccupations réelles. Cependant, confrontés aux éléments du terrain décrits dans le contenu source, leurs limites apparaissent rapidement. D'abord, la logique de containment montre ces contradictions. Les frappes du 26 décembre ne ciblent pas des bastions historiques de groupes armés, mais des zones de passage et des espaces stratégiques. Cela suggère moins une neutralisation définitive qu'un déplacement du problème. En pratique, contenir par la périphérie peut accroître la pression sur les régions voisines sans réduire durablement la violence. Ensuite, l'argument du partenariat se heurte à la perception populaire. Pour de nombreuses communautés, ces opérations sont vécues comme imposées plutôt que partagées. Elles alimentent un sentiment de dépossession politique et renforcent la défiance envers les dispositifs sécuritaires extérieurs. Cette réaction sociale affaiblit précisément l'objectif affiché de stabilisation à long terme. Enfin, ces approches ignorent un facteur politique central, la montée d'un discours souverainiste assumé au Sahel.
En cherchant à contenir militairement des trajectoires incarnées par des dirigeants comme Ibrahim Traoré, les frappes risquent de renforcer leur légitimité symbolique. La pression extérieure devient alors un argument interne utilisé pour consolider la cohésion et justifier des choix de rupture. Le Stillman révèle donc une tension fondamentale. Les arguments sécuritaires sont cohérents sur le papier, mais leurs effets observables suggèrent un rendement décroissant. Plus l'action militaire périphérique s'intensifie, plus elle semble nourrir les dynamiques politiques qu'elle prétend freiner. Ce basculement redéfinit toute la lecture. Jusqu'ici, les frappes pouvaient être interprétées comme des réponses ponctuelles à des menaces localisées. À partir de ce point médian, elles apparaissent surtout comme des signaux politiques envoyés à plusieurs destinataires simultanément. Le message ne vise plus seulement des groupes armés, mais des États, des alliances régionales et des opinions publiques attentives aux rapports de force émergents. Le déplacement du centre de gravité est clair. L'enjeu n'est plus le contrôle direct du terrain sahélien, mais l'influence sur ses marges. En agissant depuis l'extérieur, par la mer ou par des zones frontalières, la stratégie cherche à compenser une perte d'accès politique interne. Cette logique transforme chaque opération militaire en acte de communication stratégique, observé, interprété et commenté bien au-delà de sa portée immédiate. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Il ne s'agit plus seulement d'un dirigeant national, mais d'un symbole autour duquel se cristallisent des attentes régionales. Chaque tentative de pression indirecte renforce la lecture selon laquelle une nouvelle ligne de fracture est en train de s'installer entre deux visions de la sécurité et de la souveraineté. À partir de ce moment, la question centrale change. Il ne s'agit plus de savoir si les frappes peuvent la réussir tactiquement, mais de comprendre ce qu'elles produisent politiquement. Le cœur du débat glisse du champ militaire vers celui des conséquences concrètes pour les États et les sociétés. Pour les États, la reconfiguration stratégique crée un dilemme immédiat. Les gouvernements sahéliens perçoivent les frappes périphériques comme une tentative de contrainte politique plus que comme une assistance sécuritaire. Cette perception renforce leur volonté de coordination et durcit leur position dans les négociations internationales. A l'inverse, des pays voisins comme le Nigeria se retrouvent sous pression, sommés d'assumer un rôle d'espace tampon au risque de fragiliser leur propre cohésion interne et leur autonomie diplomatique. Du côté des économies, l'impact est moins visible mais tout aussi réel. L'incertitude sécuritaire accrue freine les investissements locaux et complique les échanges transfrontaliers essentiels à la survie de nombreuses régions. Les zones frontalières, déjà vulnérables, subissent un ralentissement des flux commerciaux informels, tandis que les États doivent rediriger des ressources budgétaires vers la sécurité au détriment du développement. Cette tension économique alimente un cercle où la précarité renforce l'instabilité. Pour les populations, les effets sont immédiats et tangibles. Les frappes et les mouvements militaires déplacent les lignes de peur avant même de déplacer les lignes de front. Les communautés rurales vivent avec la crainte d'être prises entre des stratégies qui les dépassent. Les récits de Moussa ou d'Amara deviennent représentatifs d'un sentiment plus large, celui d'une vie quotidienne suspendue à des décisions lointaines, perçues comme étrangères aux besoins réels de sécurité et de stabilité. À l'échelle de la région, enfin, les conséquences sont politiques et symboliques. Chaque opération périphérique renforce l'idée d'un affrontement de visions. D'un côté, une sécurité gérée à distance. De l'autre, une souveraineté revendiquée comme condition préalable à la paix. Dans cette lecture, la posture défendue par Ibrahim Traoré gagne en résonance, non parce qu'elle résout tous les problèmes, mais parce qu'elle offre un cadre explicatif partagé à des frustrations dispersées. Pris ensemble, ces effets montrent que les frappes du 26 décembre ne produisent pas un simple résultat militaire. Elles redistribuent les coûts et les attentes entre États, économies, populations et régions entières. C'est dans cette redistribution, plus que dans les explosions elles-mêmes, que se joue l'impact durable de la stratégie actuelle. Premier scénario, celui de la pression maîtrisée. Ce scénario suppose une pression maîtrisée. Dans les 6 à 12 prochains mois, la stratégie périphérique se poursuit sans escalade majeure. Les frappes restent ponctuelles, la présence navale demeure un levier dissuasif
et les États concernés s'adaptent à cette nouvelle normalité. Les gouvernements sahéliens consolident leur coordination politique, tandis que des pays voisins tentent d'équilibrer coopération sécuritaire et préservation de leur autonomie. Ce scénario limite les chocs immédiats, mais entretient une tension chronique, coûteuse politiquement et économiquement, sans résoudre les causes profondes de l'instabilité. Deuxième scénario, plus favorable. Ici, l'inflexion stratégique devient possible. Une autre trajectoire devient possible si la pression militaire cède la place à une recomposition diplomatique. Les acteurs extérieurs acceptent que la projection périphérique a un rendement décroissant et privilégient des formats de dialogue plus inclusifs. Les États de la région gagnent alors un espace de négociation réel, permettant de réduire la fréquence des opérations et de réorienter les ressources vers la stabilisation interne. Cette inflexion ne supprime pas les divergences, mais elle diminue la polarisation et ouvre la voie à des arrangements sécuritaires moins conflictuels. Troisième scénario, le plus inquiétant. Dans cette trajectoire, l'escalade fragmentée domine. Le pire scénario verrait une multiplication des frappes et des démonstrations de force, chacune cherchant à compenser une perte d'influence perçue. Les zones frontalières deviennent des théâtres récurrents d'opérations, la confiance entre États s'érode et les opinions publiques se radicalisent. Cette dynamique fragilise les équilibres internes, notamment dans les pays servant de marges opérationnelles, et transforme la région en un espace de confrontation prolongée. Le coût humain et politique augmente, tandis que les marges de manœuvre diplomatiques se réduisent. Ces trois scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister. Le facteur décisif réside moins dans la capacité militaire que dans la lecture stratégique des conséquences politiques. La question clé pour les décideurs est donc simple. Continuer à gérer la région par la pression indirecte ou investir dans des mécanismes capables de réduire durablement la conflictualité. La recommandation de fond est prudente, mais claire. Éviter les décisions irréversibles dans un contexte mouvant. À court terme, préserver des canaux de dialogue et limiter les signaux d'escalade offrent davantage d'options que toute démonstration de force supplémentaire. Pour les citoyens, vivant dans les pays directement touchés, l'enjeu dépasse largement les débats stratégiques. La poursuite d'une pression périphérique signifie une incertitude prolongée, routes commerciales perturbées, priorités budgétaires détournées vers la sécurité et sentiment que les décisions majeures échappent au contrôle démocratique. Cette situation pèse sur la vie quotidienne et alimente une fatigue sociale qui peut fragiliser la cohésion interne. Pour les diasporas africaines, l'impact est différent, mais tout aussi réel. Installées à l'étranger, elles disposent d'un recul analytique et d'un accès à d'autres sources d'informations. Elles perçoivent plus clairement les écarts entre les discours officiels et les réalités observables sur le terrain. Cette position intermédiaire crée une responsabilité implicite. Relayer des lectures nuancées, éviter les récits simplistes et maintenir une attention politique sur les choix faits au nom de la sécurité. Les acteurs économiques locaux et régionaux se trouvent, eux, face à un dilemme permanent. Investir, produire et commercer dans un environnement marqué par des signaux militaires contradictoires devient un exercice de gestion du risque. Même sans affrontement direct, la perception d'instabilité suffit à retarder des projets, à renchérir les coûts et à freiner l'emploi. Cette inertie économique nourrit ensuite les causes mêmes que les stratégies sécuritaires prétendent combattre. Pour le public international, enfin, la clé est la compréhension. Réduire ces événements à une simple lutte contre des groupes armés empêche de saisir les dynamiques profondes à l'œuvre. Une lecture plus attentive révèle des choix politiques structurants, des lignes de fracture durables et des conséquences à long terme qui dépassent le cadre régional. Deux gestes simples s'imposent alors. Suivre les évolutions sur la durée plutôt que l'événement isolé et questionner systématiquement les effets concrets des stratégies annoncées. C'est dans cette vigilance informée que le public peut conserver un véritable pouvoir d'interprétation. Une première piste concerne les États sahéliens eux-mêmes. À court terme, l'enjeu est de transformer la coordination politique existante en mécanismes opérationnels clairs. Cela implique d'identifier qui décide, sur quel sujet précis et selon quels critères d'évaluation.
La cohérence institutionnelle réduit les zones grises que les pressions extérieures exploitent habituellement. Dans ce cadre, les prises de position publiques de dirigeants comme Ibrahim Traoré servent de repères, mais doivent s'accompagner de processus mesurables et lisibles. La deuxième piste s'adresse aux pays voisins, en particulier ceux placés en position d'intermédiaire géographique. Leur marge de manœuvre réside dans la définition explicite de lignes rouges, ce qui relève de la coopération consentie et ce qui constitue une instrumentalisation de leur territoire. Clarifier ces limites, même de manière graduelle, permet de réduire l'ambiguïté stratégique qui alimente les tensions internes et régionales. Une troisième piste concerne les acteurs extérieurs. S'ils souhaitent réellement stabiliser la région, ils doivent passer d'une logique de démonstration de portée à une logique de responsabilité partagée. Concrètement, cela signifie accepter des formats de dialogue multilatéraux, rendre publics les cadres d'intervention et définir des indicateurs de sortie plutôt que d'enlisement. Sans ces garde-fous, chaque opération risque de renforcer les récits de contrainte et de domination. La quatrième piste implique les sociétés civiles et les diasporas. Leur rôle est moins spectaculaire mais décisif. Documenter, questionner et maintenir une mémoire des engagements pris. En relayant des analyses structurées, plutôt que des réactions émotionnelles, elles contribuent à déplacer le débat vers la responsabilité politique et la cohérence stratégique. Enfin, une dernière marge de manœuvre traverse toutes les autres. Le temps. Étaler les décisions, tester des ajustements limités et mesurer leurs effets permet d'éviter les spirales irréversibles. Dans un contexte aussi polarisé, la prudence n'est pas un signe de faiblesse, mais un levier stratégique. Ces pistes ne garantissent pas un apaisement rapide. Elles dessinent cependant un chemin praticable entre la pression brute et l'inaction, un espace où des choix politiques assumés peuvent encore infléchir la trajectoire régionale. Le récit revient naturellement à ceux qui ont traversé silencieusement toutes ces séquences. Moussa, sous l'ombre de son arbre, n'analyse pas des doctrines militaires. Il observe simplement si sa terre restera cultivable et si ses enfants pourront vivre sans craindre des décisions prises loin de chez eux. Amara, de son côté, mesure chaque événement à l'aune d'un espoir fragile, celui de voir ses petits-enfants grandir sans que l'exil soit la seule issue. Ces trajectoires ordinaires donnent un visage concret à des choix présentés comme abstraits. Les frappes, les repositionnements et les discours stratégiques me finissent toujours par se condenser dans ces vies-là. Ce sont elles qui supportent le poids réel des ajustements géopolitiques. C'est aussi pour cela que certaines paroles résonnent plus fortement que d'autres. Lorsque des dirigeants sahéliens, et notamment Ibrahim Traoré, évoquent la souveraineté et la dignité, ils touchent à quelque chose de profondément vécu, pas seulement proclamé. Le rappel est simple, presque brut. Aucune stratégie ne reste théorique longtemps, elle descend du sommet vers le quotidien, et c'est là qu'elle est jugée. Les cartes changent, les alliances évoluent, mais la question demeure la même pour ceux qui vivent sur ces terres. Qui décide et à quel prix ? Retenez ceci. La géopolitique finit toujours par frapper à la porte des foyers. À ce stade, l'essentiel n'est plus de trancher rapidement, mais de rester attentif à ce qui se joue derrière chaque annonce et chaque opération. Les événements du 26 décembre montrent à quel point une décision militaire peut devenir un signal politique et comment ce signal se propage bien au-delà de son point d'impact initial. Ils rappellent aussi que les trajectoires régionales ne se construisent pas uniquement par la force, mais par l'accumulation de choix, d'acceptation et de refus. Pour le public qui suit ces évolutions, l'enjeu est double. D'une part, refuser les lectures simplistes qui réduisent la situation à une opposition binaire entre sécurité et chaos. D'autre part, interroger les effets à long terme des stratégies mises en œuvre, renforcent-elles réellement la stabilité ou déplacent-elles simplement les tensions dans le temps et l'espace ? Cette vigilance critique est une forme de participation, même à distance. La discussion reste ouverte. Elle concerne la souveraineté, la responsabilité et la capacité des sociétés à peser sur des décisions qui façonnent leur avenir collectif. Observer, comprendre, questionner, ces gestes comptent autant que les actes visibles sur le terrain. À votre avis, quelle voie permettrait réellement de réduire la conflictualité
tout en respectant les choix des peuples concernés